Une nouvelle de Alfred Ivan Vogt, L'horloge temporelle. Le mariage, dit parfois Terry Maynard quand il est d'humeur expansive, est une institution sacrée. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai été marié 2 fois. La première en 1905, la seconde en 1967. Ce genre de laps de temps offre une perspective permettant d'exprimer un jugement juste. Et ce disant, il considère sa femme Joanne. Ce soir-là, elle soupira, alluma une cigarette, se carra dans son fauteuil et murmura « Terry, espèce de casse-cou cinglé, encore ?» Elle but une gorgée de son cocktail, posa sur ses visiteurs son regard bleu innocent et annonça « Terry va vous raconter notre roman d'amour. Si vous le connaissez déjà, vous trouverez des sandwichs et des trucs dans la salle à manger. » 2 hommes et une femme se levèrent et quittèrent la pièce. Terry leur cria « Les gens se sont moqués de la bombe atomique jusqu'au jour où elle aurait tombé sur la tête. Un de ces jours, quelqu'un va découvrir que je ne fais pas du roman, que ce que je raconte est bel et bien arrivé, et que ça pourrait leur arriver aussi. Quand je pense aux redoutables possibilités, la bombe atomique fait l'effet d'une chandelle vacillante, par comparaison. » Un des hommes, faisant partie du groupe qui est resté, dit d'un air perplexe. « Je ne comprends pas. Quel rapport y a-t-il entre la bombe atomique et le fait que vous étiez marié en 1905 et de nouveau maintenant ? À part l'irritation que peut éprouver votre charmante femme de ne pouvoir enfoncer ses longs ongles dans la chair tendre de son ancienne rivale. » « Monsieur, riposta Terry, vous parlez de ma première femme. Qu'elle repose en paix. »« Jamais, déclara Johann Maynard, tant que je vivrai. » Mais elle s'installa confortablement et ajouta en souriant « Vas-y, Terry, chérie. » Quand j'avais 10 ans, commença à raconter son mari, j'étais fasciné par la grande horloge dans le vestibule. Vous pourrez tous la regarder en partant. Un jour, j'ai ouvert la porte et je jouais avec le balancier quand je me suis aperçu qu'il portait des nombres. Il commençait en haut de la longue barre, le premier était 1840 et continuait jusqu'en bas où le dernier était 1970. Cela se passait en 1950 et je me souviens d'avoir été surpris de voir que le petit indicateur sur le poids cristallin marquait précisément 1950. J'ai pensé que j'avais fait une grande découverte sur le mécanisme des horloges. Une fois remis de ma surexcitation, je me suis mis bien entendu à tripoter le poids et je l'ai remonté jusqu'en 1891. À ce moment, j'ai eu un vertige. J'ai lâché le poids et je suis tombé par terre, me sentant très mal. Quand j'ai levé les yeux, il y avait une inconnue et autour de moi, tout paraissait différent. Ce n'était que la disposition des meubles et des tapis, comprenez-vous, cette maison appartient à notre famille depuis plus d'1 siècle. Mais à 10 ans, j'ai pris peur immédiatement, surtout en voyant cette femme. Elle avait une 40aine d'années. Elle portait une longue jupe démodée. La colère pinçait ses lèvres et elle avait une badine à la main. Comme je me relevais en tremblant, elle m'a parlé. « Joe Maynard, combien de fois t'ai-je dit de ne pas toucher à cette horloge ?» En m'entendant m'appeler Joe, je suis resté figé. Je ne savais pas alors que le nom de mon grand-père était Joseph. J'étais étonné aussi par son accent. Son anglais était très précis. Je ne sais comment le décrire. La 3e chose qui me paralysait, c'était que d'une façon vague, sa figure devenait plus familière. C'était celle de mon arrière-grand-mère, dont le portrait était accroché dans le bureau de mon père. Et vlan, la badine m'a cinglé une jambe. Je me suis précipité vers la porte en hurlant. Je l'ai entendu crier derrière moi. « Joe Maynard, tends un peu que ton père rentre à la maison !» Dehors, je me suis trouvé comme dans un fantasme, un monde primitif dans une petite ville de la fin du siècle passé. Il y avait des chevaux dans la rue, un trottoir de bois. J'avais grandi en apprenant à éviter les automobiles et à prendre des autobus. Le changement était trop déconcertant pour moi.
Des heures ont passé sans que je sache comment, mais finalement la nuit est tombée et je suis retourné dans la grande maison. J'ai regardé par la seule fenêtre éclairée au rez-de-chaussée la salle à manger. J'ai vu un spectacle que je n'oublierai jamais. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère étaient attablés avec un garçon de mon âge. Et ce garçon était mon portrait craché, sauf qu'il avait l'air plus effrayé que je ne souhaite jamais l'être. Mon arrière-grand-père parlait. Je l'entendais nettement à travers la vitre. Il était furieux. « C'est le bouquet. Voilà que tu traites pratiquement ta mère de menteuse. Je m'occuperai de toi après dîner. » J'ai deviné que Joe se faisait gronder à ma place. Mais tout ce qui importait, c'était qu'il n'était pas dans le vestibule près de l'horloge. Je me suis introduit sans bruit dans la maison, en tremblant, sans avoir de plan précis. Sur la pointe des pieds, je me suis approché de l'horloge, j'ai ouvert la porte et j'ai remis le poids sur 1950. Sans réfléchir. Mon cerveau était comme un bloc de glace. Aussitôt, un homme s'est mis à crier avec colère, une voix familière. En me retournant, j'ai vu mon propre père. « Sale garnement !» criait-il. « Je croyais t'avoir dit de ne pas toucher à cette horloge !» Pour une fois, j'étais soulagé de recevoir une fessée. Mais plus jamais, dans mon enfance, je me suis approché de l'horloge. J'en suis quand même venu à me poser des questions prudentes sur mes aïeux. Papa était très réticent. Il lui venait un regard lointain et il répondait « Il y a beaucoup de choses de mon enfance que je ne comprends pas, mon garçon. Je t'en parlerai un jour. » Il est mort subitement, d'une pneumonie, quand j'avais 13 ans. Cela a été pour nous un choc financier autant qu'émotionnel. Ma mère a vendu, entre autres choses, la grande horloge et nous songions à transformer la vieille maison en pension de famille quand une expansion industrielle soudaine a multiplié la valeur de terrain que nous possédions à l'autre bout de la ville. Je pensais à l'horloge et à mon aventure, mais avec mes études et puis mon petit tour au Vietnam, j'étais ce qu'on pourrait appeler un garçon de bureau avec des galons de capitaine. Je n'ai pas eu l'occasion de la rechercher avant le début 1966. J'ai retrouvé sa trace grâce au brocanteur qui nous l'avait achetée. Je l'ai payé 3 fois ce que nous l'avions vendue, mais naturellement, elle en valait la peine. Le poids du pendule avait glissé jusqu'en 1966. Cette coïncidence m'a suffoqué. Mais plus important encore, sous un panneau du fond, j'ai découvert un trésor, le journal intime de mon grand-père. La première note était datée du 18 mai 1904. Accroupi là, le journal de mon grand-père à la main, j'ai naturellement décidé de tenter une expérience. Est-ce que l'aventure de mon enfance avait été réelle ou avais-je eu une hallucination ? Je ne pensais pas alors à la date précise du journal, jour pour jour, mais vaille que vaille, j'ai réglé l'horloge sur 1904. Comme précaution de dernière minute, j'avais glissé un 38 automatique dans la poche de ma veste avant de saisir le poids de cristal. Il était tiède. J'ai eu la très nette impression qu'il vibrait. Cette fois, je n'ai éprouvé aucun vertige et j'allais abandonner, un peu penaud, quand j'ai regardé autour de moi. La banquette du vestibule avait été déplacée. Le tapis était plus foncé, une lourde portière de velours sombre cachait la porte. Je me suis inquiété de ce que je dirais si j'étais découvert. Néanmoins, au bout d'un moment, je me suis aperçu que la maison était silencieuse. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Je me suis relevé, et en dépit de ce que voyaient mes yeux, je n'arrivais pas à croire que le miracle s'était reproduit. Je suis sorti dans une ville qui avait grandi depuis que je l'avais vue enfant. Mais c'était encore le tout début du siècle. Des vaches dans les cours, des poulaillers. J'apercevais des champs, la prairie pas très loin. Le véritable développement n'avait pas commencé et rien ne laissait deviner la grande ville que deviendrait ce bourg. On pouvait très aisément se croire en 1904. Tout à fait surexcité, je me suis mis à marcher le long du trottoir de bois. J'ai croisé des gens 2 fois, un homme, puis une femme.
Ils m'ont dévisagé. Avec stupéfaction, je m'en rends compte maintenant, mais je les ai à peine remarqués. C'est seulement quand 2 femmes sont venues vers moi sur le trottoir étroit que j'ai émergé de mon espèce de transe et que j'ai compris que je voyais des êtres en chair et en os au début du XXe siècle. La plus âgée des 2 m'a regardé et s'est exclamée « Ainsi, Joseph Ménard, vous êtes revenu à temps pour l'enterrement de votre propre mère. Où donc avez-vous trouvé ces incroyables vêtements ?» La jeune fille me regardait sans rien dire. J'allais protester, assurer que je n'étais pas Joseph Ménard, mais j'ai jugé plus prudent de me taire. D'ailleurs, je me rappelais ce que j'avais lu dans le journal de mon grand-père, la date du 18 mai. Croiser Miss Caldwell et sa fille Marietta dans la rue. Elle avait l'air stupéfaite que je sois revenu pour l'enterrement. Un peu égaré, un peu ahuri, j'ai pensé, si c'est Miss Caldwell et sa fille, et si c'est bien cette rencontre-là, alors. Mais la femme reprenait. Joseph Ménard, voici ma fille Marietta. Nous parlions justement des funérailles, n'est-ce pas ma chérie? La fille continuait de me dévisager. Elle a murmuré. Vraiment, maman? Miss Caldwell m'a paru décontenancée. Mais naturellement, tu ne te souviens pas? Marietta et moi, nous sommes déjà toutes prêtes pour aller à l'enterrement demain. Marietta a dit calmement. Je croyais que tu avais pris des dispositions pour aller à la ferme des Jones. Sa mère s'est emportée. Marietta, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est pour après-demain. Si j'ai pris de telles dispositions, elles devront être modifiées. Et puis, elle s'est maîtrisée et m'a assuré d'un air compatissant. Nous avons toujours été très amis avec votre mère, n'est-ce pas Marietta? Avec une certaine insistance sur le prénom personnel, Marietta a répondu. Moi, je l'ai toujours bien aimé. Sur ce, Miss Caldwell m'a dit précipitamment. Eh bien, nous nous verrons demain à l'église à 2 heures. Viens donc, Marietta chérie. Je me suis écarté pour les laisser passer, et puis j'ai fait le tour du pâté de maison pour revenir à la demeure familiale. Je l'ai parcouru, m'attendant à trouver un cadavre, mais évidemment le corps avait été emporté. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Ma propre mère était morte en 1963, alors que j'étais au Vietnam, et notre notaire avait dû prendre toutes les dispositions pour les obsèques. Bien souvent, dans la touffeur de la jungle, j'avais imaginé cette maison silencieuse alors qu'elle était malade. Il me semblait que c'était le plus près que j'avais été de la réalité. Le parallèle me déprimait. J'ai fermé la porte à clé, remonté l'horloge et abaissé le poids sur 1966. Et je suis revenu au XXe siècle. La sombre atmosphère de mort s'est lentement dissipée et une pensée inquiétante m'est venue. Est-ce que Joseph était réellement retourné dans sa ville natale en 1904, le 18 mai? Et sinon, à qui faisait allusion la note du 19 dans le journal de mon grand-père? Ce n'était qu'une phrase. Assister à l'enterrement cet après-midi et parler de nouveau à Marietta. Parler de nouveau? C'est bien ce qui était dit. Et comme c'était moi qui lui avais parlé la première fois, est-ce que ce serait moi aussi qui assisterais aux obsèques? J'ai passé la soirée à lire le journal intime, à chercher un mot, une phrase qui indiquerait que la situation était telle que je commençais à l'envisager. Je n'ai pas trouvé une seule allusion au voyage dans le temps. Mais, à la réflexion, c'était assez normal. Le journal avait pu tomber en de mauvaises mains. J'en suis arrivé à la date où Joseph et Marietta Caldwell annonçaient leur fiançailles. Et, un peu plus loin, j'ai pu lire « Épouser Marietta aujourd'hui ». À ce moment, couvert de sueur froide, j'ai refermé le journal. Une question se posait. Si c'était moi qui avais fait cela, alors qu'était devenu le véritable Joseph Ménard? Est-ce que le fils unique de mes arrière-grands-parents était mort sur quelques frontières américaines, à l'insu de ses concitoyens? Depuis le début, cela me paraissait l'explication la plus plausible. Je suis allé à l'enterrement, et cela ne faisait aucun doute.
J'étais l'unique Ménarde présent, à part mon arrière-grand-mère morte. Ensuite, j'ai eu une conversation avec le notaire de la famille, et j'ai pris possession des biens. Je l'ai chargé de l'achat de ce terrain qui, 50 ans plus tard, allait nous éviter d'avoir à transformer notre maison en pension de famille. Et puis, je me suis mis à l'œuvre pour assurer la naissance de mon père. Marietta était une fille étonnamment difficile à épouser pour un homme qui savait que ce mariage se ferait. Elle avait un autre prétendant, un autre individu que j'aurais volontiers étranglé 10 fois. Il avait une personnalité exubérante, mais pas d'argent. Les parents de Marietta ne voulaient pas de lui à cause de cela, mais elle ne semblait pas s'en soucier. À la fin, comme je ne pouvais pas me permettre de perdre, j'ai triché. Je suis allé voir Miss Caldwell et je lui ai demandé carrément de commencer à encourager Marietta à épouser cet autre garçon et à se mettre à me critiquer. Je lui ai suggéré de faire observer que je n'étais pas digne de confiance, que je risquais à tout moment de m'en aller vagabonder au bout du monde, l'emmenant avec moi vers Dieu, savait quel danger. Comme je commençais à m'en douter, cette petite fille avait un penchant pour l'aventure. Je ne sais pas à quel point sa mère l'a influencée, mais soudain, Marietta est devenue plus gentille. J'étais tellement absorbé par la cour que je lui faisais que j'ai plus ou moins oublié le journal intime. Une fois que nous avons été fiancés, je l'ai repris et j'ai pu voir que Marietta a fixé la date du mariage, la même que donnait le journal. Je suis sorti davantage encore de mon fantasme et j'ai considéré ma position le plus sérieusement du monde. Si je continuais ainsi, je deviendrais alors mon propre grand-père. Sinon, alors quoi ? Rien que d'y penser, j'avais le vertige. Toujours est-il que j'ai cherché un autre agenda relié de cuir, exactement semblable, et que j'y ai recopié le premier mot pour mot. Après quoi, j'ai caché le nouveau sous le panneau au fond de l'horloge. Je suppose qu'en réalité, c'était le même, puisque celui que j'ai mis là doit être celui que j'y ai découvert plus tard. Marietta et moi, nous sommes mariés comme prévu. Et bientôt, nous avons pu prévoir que mon père naîtrait à la date dite, mais naturellement, Marietta n'envisageait pas la chose ainsi. Le récit de Terry fut interrompu. Une invitée dit sur un ton assez acerbe « Devons-nous comprendre que vous avez réellement consommé le mariage et que cette pauvre fille va maintenant avoir un bébé ?» Ménarde sourit. « Tout cela s'est passé au début du siècle. C'est la chose la plus scandaleuse que j'ai jamais entendue, s'écria l'invité. Ménarde considéra ironiquement son auditoire. Qu'en pensez-vous, vous autres? Estimez-vous qu'un homme n'a pas le droit moral de s'assurer qu'il naîtra? Ma foi, marmonna un homme. Et ne croyez pas que vous devriez me laisser terminer avant que nous en discutions. Mes ennuis, reprit-il, ont commencé presque immédiatement. Marietta voulait savoir où j'allais quand je disparaissais. Elle était terriblement curieuse de mon passé. Où avais-je été? Quels endroits avais-je visité? Et d'abord, pourquoi est-ce que je quittais la maison? Comme je n'étais pas Joseph Ménarde, je n'ai pas tardé à me sentir harcelé. J'avais l'intention de rester avec elle au moins jusqu'à la naissance du bébé, avec seulement quelques brèves incursions dans le XXe siècle. Mais elle me suivait dans toute la maison. 2 fois, elle m'a surpris touchant l'horloge. J'ai pris peur. Et j'ai fini par comprendre que Joseph Ménard devait disparaître encore une fois de son époque, et cette fois, à jamais. Après tout, à quoi servirait d'assurer ma naissance éventuelle, si c'était tout ce que j'arrivais à faire? J'avais une vie à vivre en 1967, et ensuite... Il y avait même le problème d'un remariage pour avoir des enfants qui continueraient la lignée. À la fin, j'ai sauté le pas. Il n'y avait rien d'autre à faire. Pour la seconde fois, il fut interrompu par la même invitée. « Monsieur Ménarde, voulez-vous dire que vous avez abandonné cette malheureuse fille et cet enfant à naître ?» Il écarta les mains d'un geste d'impuissance. Que pouvais-je faire? Après tout, elle ne manquait de rien.
Je me suis même dit qu'elle pourrait finir par épouser le jeune homme exubérant, encore que, très franchement, cette idée ne me souriait pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené avec vous ici? Parce que je voulais que le bébé reste là-bas. L'invitée était maintenant pâle et tellement furieuse qu'elle en bégayait. « Monsieur Ménard, je ne sais pas si j'ai envie de rester un instant de plus sous votre toit. » Il parut ahuri. « Madame, vous croyez donc cette histoire ?» À cela, elle cligna des yeux, hésita puis se mit à rire d'un air embarrassé. Plusieurs autres rirent avec elle nerveusement. Ménard poursuivit. « Vous ne pouvez imaginer mes remords. Chaque fois que je regardais une jolie fille, le spectre de Marietta se dressait devant moi. Et j'avais beaucoup de mal à me persuader qu'elle avait dû mourir dans les années 40. Cependant, au bout de 4 mois à peine, je pouvais à peine me rappeler ses traits. Et puis, un soir, dans une réception, j'ai fait la connaissance de Joanne. Elle m'a immédiatement rappelé Marietta. C'était ce qu'il me fallait sans doute. Je dois avouer que c'est elle qui a fait le premier pas. Je m'en félicitais car je ne sais pas si j'aurais fait le plongeon sans une personne comme Joanne pour m'y pousser. Nous nous sommes mariés, selon la coutume, je l'ai portée dans mes bras pour lui faire franchir le seuil de notre vieille maison. Quand je l'ai posée par terre, elle m'a regardé longuement, de l'air le plus bizarre. Puis elle a murmuré à voix basse « Terry, j'ai un aveu à te faire. » J'étais incapable de deviner ce que cela pouvait être. Comme je restais muet, elle a déclaré « J'avais une raison de précipiter ce mariage, Terry. Cela m'a donné un coup au cœur. J'avais entendu parler de filles qui se mariaient à la hâte pour certaines raisons. Terry, j'attends un enfant. » Ayant dit, elle s'est avancée et elle m'a giflé. Je crois bien n'avoir jamais été plus suffoqué de ma vie. Il s'interrompit et regarda autour de lui. Les autres se regardaient entre eux, visiblement gênés. Enfin, celle qui avait déjà exprimé ses critiques dit avec satisfaction « C'était bien fait pour vous. Vous pensez que je méritais ça. Un homme qui a fait ce que vous... » « Mais voyons, » protesta Ménard, « je me suis aperçu que si je ne devenais pas mon propre grand-père, je ne viendrais jamais au monde. Qu'auriez-vous fait à ma place ?»« On dirait de la bigamie, à mon avis, » intervint un des hommes. « Notez bien que je n'approuve pas une femme qui tente de faire endosser à un homme un enfant illégitime. Vous me surprenez, Joanne. » C'était un vieil ami des Ménard qui entendait ce récit pour la première fois. Joanne murmura. Quand une femme est à bout, est-ce de la bigamie, dit Ménard. C'est la première femme est présumée morte depuis une génération. D'ailleurs, il me fallait songer à toute la race humaine. Comment ça? S'étonnèrent plusieurs invités d'une même voix. Essayez d'imaginer les forces qui sont à l'œuvre dans le processus de voyage dans le temps. Je ne suis pas un savant, mais je me fais une image du monde matériel tout entier avançant dans le temps, suivant une loi ordonnée d'énergie. À côté de cette force, la bombe atomique ne peut être plus qu'une faible lueur dans les ténèbres infinies. Supposez qu'à un moment donné, dans la grande progression de l'espace-temps, un bébé n'apparaisse pas là où un bébé était prévu. Comme ce bébé particulier devait être mon père. S'il n'était pas né, est-ce que lui et moi continuerions d'exister? Et si nous n'existions pas, est-ce que notre disparition soudaine n'influerait pas sur le reste de l'univers? Ménard se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et sa voix devint solennelle. « Je crois que cela modifierait tout. Je crois que l'univers entier aurait tout simplement disparu. Pouf! Disparu instantanément, comme s'il n'avait jamais existé. L'équilibre de la vie et de l'être doit être d'une délicatesse incommensurable. Que l'on rompe le maillon le plus ténu et tout s'écroule. Pouvais-je, supposant cela, agir autrement? » Il haussa les épaules, écarta les mains et se radossa. Un silence tomba, qu'un invité rompit enfin. « Eh bien, on dirait que vous avez eu tous les deux ce que vous méritiez, dit-il. Il se tourna vers Joanne en fronçant les sourcils.
Je vous connais plus ou moins depuis 3 ans, et je ne me souviens d'aucun enfant. Est-il mort? Et dans ce cas, pourquoi ce déballage de linge familial? Johann, dit Ménard, tu ferais mieux de finir l'histoire. Crois-tu que nous ayons le temps, chérie? Il est minuit moins 20, on aime célébrer le nouvel an. Tu sauras être brève. Pour tout dire, reprit Johann, la crainte d'être surpris par la curieuse Marietta alors qu'il parlait pour l'avenir ou en revenait était justifiée. Le fait est qu'elle l'a vu disparaître. Si vous y réfléchissez, vous comprendrez que cela ne pouvait se passer autrement. Si elle l'avait vu revenir, elle l'aurait immédiatement affronté dans son affolement. Les choses étaient ainsi. Elle a eu le temps de se remettre peu à peu, après une période de terribles bouleversements. Pas étonnant qu'elle l'ait suivi partout comme une poule nerveuse. Elle traînait un fardeau de questions, mais elle n'osait pas les poser. Plusieurs fois, ensuite, elle l'a vu repartir et revenir. L'expérience, en se répétant, est devenue moins terrifiante et finalement, la curiosité a été la plus forte. Un jour, qu'il s'est levé, avant qu'elle se réveille, laissant un mot sur son oreiller annonçant qu'il serait absent 2 jours. Elle s'est mise en tenue de voyage. Elle a pris tout l'argent qu'il y avait dans la maison et elle est descendue à l'horloge. Elle l'avait déjà examiné et avait échafaudé une hypothèse de son fonctionnement. Elle a vu qu'une fois de plus, elle était réglée pour 1967. Elle a saisi le cristal, comme elle l'avait vu faire à son mari, et elle a éprouvé un vertige, une nausée. Sans le comprendre tout de suite, elle était en plein XXe siècle. Dehors, elle s'est retrouvée dans un cauchemar. Comme elle s'apprêtait à traverser la rue, un monstre mécanique s'est rué sur elle et s'est arrêté dans un horrible grincement. Un homme furieux s'est penché à une portière pour l'injurier. Tremblante, défaillante, elle a atteint le trottoir. Rendue plus prudente, elle s'est assez vite habituée. Au bout d'une demi-heure, elle est arrivée devant un magasin où des robes étaient exposées en vitrine. Elle est entrée, elle a pris son argent et elle a demandé à la vendeuse s'il valait quelque chose. La fille a appelé le gérant. Le gérant a envoyé un des billets à la banque voisine pour le faire vérifier. Marietta a acheté une robe, un tailleur, des dessous, des accessoires, des chaussures. Puis elle est ressortie tremblante d'avoir la témérité de porter des vêtements aussi éhontés, mais très résolus. Comme elle était fatiguée, elle est retournée à la maison et dans sa propre époque. Avec le temps, elle est devenue plus audacieuse. Elle se méfiait des intentions de son mari. De plus, elle n'avait aucun point de comparaison pour savoir jusqu'où ces filles du XXe siècle allaient avec leurs drôles de manières. Elle a appris à fumer, en manquant d'étouffer la première fois. Elle a appris à boire, sombrant dans le sommeil après le premier whisky, complètement ivre. Elle a trouvé du travail dans un magasin de mode. On pensait qu'elle avait un accent désuet qui plaisait aux clientes. Elle s'est fait renvoyer en moins d'1 mois, en partie parce qu'elle imitait les filles au langage le plus argotique, mais surtout parce qu'elle manquait souvent. Elle était à peu près sûre maintenant qu'elle allait avoir son bébé. Et comme son mari ne l'avait pas encore quittée définitivement, elle le lui a dit. Je crois qu'elle espérait qu'il lui confierait son secret. Je n'en suis pas sûr. C'est difficile de connaître les mobiles d'une femme ou d'un homme d'ailleurs. Bref, cela n'a pas marché. Finalement, il est parti et il n'est pas revenu. Devinant ce qu'il projetait, elle était furieuse. Et maintenant, elle était en proie à un conflit. D'un côté, elle était la femme abandonnée. De l'autre, elle était une femme qui pourrait faire quelque chose pour tout arranger. Elle a fermé la maison. Elle a annoncé qu'elle partait en voyage. Arrivée en 1967, elle a trouvé un emploi et loué une chambre sous le nom de jeune fille de sa mère, Johann Craig. Elle s'est fait inviter à la réception où elle a rencontré Terry Ménard. Avec sa nouvelle coiffure et ses nouveaux vêtements, elle ne ressemblait que vaguement à la vraie Marietta. Elle a épousé l'individu et pour le punir de ce qu'il avait voulu lui faire, elle lui a causé le plus grand choc de sa vie. Et ensuite, eh bien, que pouvait-elle faire? Quand un homme épouse 2 fois la même femme,
La seconde, sans savoir qui elle est, ça doit être de l'amour. Mon Dieu, il est minuit moins 3. Il faut que j'aille nourrir le bébé. Elle se leva d'un bond et disparut dans le vestibule. Au bout d'1 minute, un invité rompit le silence. « Je veux bien être pendu. Alors non seulement vous êtes votre propre grand-père, mais vous vous êtes marié en 1970 avec votre grand-mère? Est-ce que ça ne complique pas un peu les choses? C'est la seule solution, comprenez-vous? Nous avons un enfant, là-bas. Il devient mon père. Les autres enfants que nous aurons, nous les garderons ici pour perpétuer la lignée. Pour moi, ça arrange tout. » Au loin, des coups d'avertisseur retentirent. Ménard leva son verre. « Mes amis, buvons à l'avenir, à 1971 et à toutes les années suivantes. » Quand ils eurent bu, une femme dit en hésitant: « Est-ce que Johanne, votre femme, est-ce qu'elle est retournée à l'instant ?»« Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez dit que les dates sur la pendule allaient jusqu'à 1970. Eh bien, 1970 vient de finir. »« Hein ?» s'écria Terry Ménard. Il sursauta surpris, fit mine de se lever et faillit renverser son verre. Puis il se rassit lentement et marmonna: « Je suis sûr que ça n'a pas d'importance. Le sort ne pourrait pas être aussi ironique. » La première invitée, qui l'avait si vivement critiqué, se leva brusquement, les lèvres pincées. « Monsieur Ménard, vous n'allez pas voir ? » ?»« Non, non, tout va bien, j'en suis certain. Il y a de la place pour d'autres dates, sous le poids. Il suffit de les graver. » »« J'en suis tout à fait sûr. » Un des hommes se dirigea résolument vers le vestibule. Il revint peu après, les sourcils froncés. « Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que votre horloge s'est arrêtée à minuit juste. » Ménard ne bougea pas. « Je suis sûr que tout va bien, » répéta-t-il. Deux femmes quittèrent leur place. « Nous allons monter chercher Johanne, » dit l'une d'elles. Elles réapparurent bientôt. « Elle n'est pas là. Nous ne la trouvons nulle part. » Les 3 personnes qui avaient quitté le groupe au début du récit de Ménard revinrent de la salle à manger. Un des hommes dit gaiement: « Il est plus de minuit, alors je suppose que vous avez fini. Vous leur avez dit que les chiffres s'arrêtaient à 1970 ?» Les invités s'agitèrent un peu, émergeant de leur silence tendu. Sur le même ton jovial, l'homme reprit: « La première fois que j'ai entendu l'histoire, il s'arrêtait en 1968, et à minuit, précisément. L'horloge s'est arrêtée. »« Est-ce que Johanne avait disparu 3 minutes avant ?» demanda quelqu'un. « Ouais ?» Plusieurs invités passèrent dans le vestibule et contemplèrent l'horloge. On put entendre du salon des bribes de réflexion. « Bon Dieu, c'est vrai que ça finit en 1970 ? Demande si Ménard fait graver un nouveau chiffre chaque année. Et Pete, soulève le poids. » Pas moi. Cette histoire me donne la chair de poule. Ménard a toujours été un type bizarre. Bien raconté, hein ? Plus tard, comme les invités prenaient congé, une femme dit d'une voix plaintive: « Mais si ce n'était qu'une plaisanterie, pourquoi Johanne n'est-elle pas revenue ?» Une voix désincarnée se fit entendre dans l'obscurité, derrière la porte. « Les Ménard sont un couple tellement intéressant, n'est-ce pas ? » L'horloge temporelle est une nouvelle de Alfred E. Van Vogt. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.